Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à bord de l'avion présidentiel a décollé de Banjul, direction Dakar, ceci après une visite d'amitié et de travail dans la République sœur de Gambie. Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow se fixent comme objectif de renforcer la coopération entre les deux pays. Et puis avant la Gambie, le président de la République s'était rendu en Mauritanie. Et ce qui saute aux yeux de beaucoup de Sénégalais, c'est ce choix du président de la République pour ses premières sorties du territoire national de se rendre d'abord auprès des pays voisins. Il s'en félicite et prône l'Union africaine pour le développement du continent. Vous les entendrez. Et puis nous serions tentés de dire qu'il fait un temps plutôt propice aux activités touristiques au Sénégal. Il fait chaud et fera très chaud entre le 17 et le 23 avril prochain. Le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé qui partage donc cette information de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie met en garde surtout les couches vulnérables. À la Médina, les résidents ont déjà pris les devants. Nous en parlerons dans cette édition. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. D'abord, le Sénégal et la Gambie ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale et de poursuivre les réunions du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. C'est l'une des décisions parmi les engagements annoncés à l'issue d'un tête-à-tête entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue gambien Adama Barrow. Cette visite du président Bassirou Diomaye Faye en Gambie souligne l'importance des liens profonds qui unissent les deux peuples, selon la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Yacine Fall a rappelé que le déplacement du président Faye à Banjul symbolise le désir profond et partagé des deux chefs d'État de promouvoir l'esprit de camaraderie pour une collaboration mutuellement bénéfique pour les deux peuples. Le territoire, un seul peuple, deux pays condamnés à vivre ensemble, surtout à cause du poids de leur histoire. Ils formaient alors la Confédération Sénégambie de 1982 à 1989. Aujourd'hui, plus que jamais, rien ni personne ne peut les séparer. De l'avis du professeur Pendambo, au téléphone de Mamadou Dian, l'historien nous fait un rappel des grands moments de l'histoire de ces deux républiques sœurs. Important quand il y a eu l'affaire Koukoy Sambassagne et qui est intervenu pour faire le coup d'État contre justement Daouda Diawara qui était à Dakar à ce moment-là au cours d'une conférence. Il y a eu véritablement un problème et c'est Abdou Diouf qui était intervenu à l'époque pour remettre Daouda Kairaba Diawara sur son magistère. À partir de ce moment, la Gambie avait décidé d'aller plus vite dans l'intégration au niveau de la Confédération de la Gambie et donner ce qu'on appelle la Sénégambie. Mais au bout d'un certain temps, il y a eu une rupture parce que la Gambie n'a jamais été prête véritablement à une intégration. Et l'Angleterre a veillé, et ça le président Senghor l'avait évoqué une fois, à ce que la Gambie demeure un territoire autonome, un pays autonome. Ces deux pays sont inséparables. Je crois que le destin de la Gambie et celui du Sénégal sont intimement liés malgré toutes les difficultés. Et un des problèmes, peut-être là, il faudra le souligner, que nous rencontrons, c'est surtout avec la rébellion casamançaise. On ne sait pas quel rôle est joué de part et d'autre. Tout le monde sait qu'à un moment donné, quelqu'un comme Yaya Jammeh vivait à Ziguinchor. Après, il s'est retrouvé président de la Gambie. Il connaissait tous les travers, les rois, pour bien manipuler à sa guise cette question du MFDC. Et il faut faire profiter la Gambie de ça. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était donc en Gambie. Mais avant, le chef de l'État était en Mauritanie. Les Sénégalais saluent le choix porté sur les pays voisins pour ses premières sorties officielles. Ils estiment qu'il est donc temps de favoriser le panafricanisme. Ceux que Mariama Diallo a rencontrés dans ce reportage qui va suivre prônent aussi l'Union africaine pour le développement du continent. Suivons leurs réactions. C'est en Mauritanie que le président Bassirou Diomaye Faye a effectué sa première sortie à l'étranger, puis destination la Gambie, un choix apprécié par les citoyens. waaw suñu réew yi ñoo koy defaral suñu bopp
duñu xaarati benn tubaab di jógee fële di ñëw fii parce que ëpp ñu xam-xam ëpp ñu nit. Cheikh Diagne part au travail. Il pense qu'on n'est plus à l'ère du complexe. Ça, moi, je me disais que c'était juste du complexe. Parce qu'autant on se disait que c'est les Occidentaux qui élisaient nos dirigeants. Mais cette époque-là est révolue. Vu la conscience, l'engagement que les jeunes ont de la politique. Donc la donne a changé. Donc forcément, on doit dépasser cette ère de soumission-là. Ouais. On ne peut rien faire que saluer cette sortie. Parce que nous, jeunes Africains, ce qu'on aimait avoir à l'époque, comme les temps de Thomas Sankara, malgré que c'était difficile, c'est avoir une Afrique unie, avoir une jeunesse unie. Kéba Mbaye, lui, se réjouit du choix du président sur les pays voisins. Première sortie, mu def ko ci réew Afrique yi gën a jege. Donc c'est ce genre de dirigeant que nous souhaitons avoir. Nous voulons un président qui croit en lui et en son pays. Nous avons espoir en lui pour avoir une Afrique unie. Ibrahima Tine traverse la route pour aller faire ses cours. Il salue cette démarche qui place l'Afrique en première ligne. Favoriser en quelque sorte maintenant la relation entre les pays africains. Favoriser maintenant l'africanité qui est en nous, quoi. Je pense que c'est une sortie qui est dans le cadre de l'enracinement en quelque sorte de nos valeurs culturelles, de notre valeur africaine. Je pense que c'est la perception que j'ai de la sortie maintenant du président Diomaye Faye avant d'aller aux pays étrangers. C'est pour montrer en quelque sorte maintenant que nous devons en quelque sorte avoir maintenant une confiance en soi, une confiance maintenant de l'affirmation de notre africanité en quelque sorte. Je pense que c'est une bonne perception que j'ai vue par rapport à cette sortie-là et c'est quelque chose que je salue davantage aussi. Ce choix, selon nos interlocuteurs, est peut-être un premier pas vers l'intégration africaine. Les Sénégalais approuvent et prient pour que les États-Unis d'Afrique deviennent enfin une réalité. Économie à présent, le Sénégal était alors classé en bas de la liste des pays sur l'investissement direct étranger. Mais depuis 2 ans, notre pays a fait un grand bond en avant, ce qui donc le place 5e dans le continent et 1er dans la zone UEMOA, avec un niveau d'investissement de 2,5 milliards de dollars américains. L'espoir est permis avec le programme du nouveau président de la République. C'est ce qu'a annoncé Abdoulaye Baldé, directeur de l'APIX SA. C'était donc lors de l'inauguration de la plateforme Centre-Ouest de Saly. Nous suivons ces précisions au micro de Mountaga Kana. Je voudrais rappeler à ce niveau le dynamisme qu'a pris depuis 2 ans le secteur de l'investissement direct étranger au niveau du Sénégal. Nous avons toujours été classés très loin dans les classements au niveau africain. Mais sachez que depuis l'année dernière, exactement avec la publication de la CNUSET, du rapport de la CNUSET, qui fait le reporting des investissements au monde, le Sénégal a été pour la première fois classé 5e en Afrique et 1er dans la zone de l'UEMOA, avec un niveau d'investissement de 2 milliards 500 millions de dollars américains. En effet, si la réforme sur le renouveau du service public a été si chère à son Excellence le président Macky Sall, président sortant de la République du Sénégal, la modernisation et la proximité du service public et son accessibilité est tout aussi cruciale pour son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, qui entame son magistère à la tête de notre pays. Et cela apparaît bien dans son programme qu'il appelle le projet. Et puis parlons à présent de la mission de la plateforme d'investissement Centre-Ouest de Saly, qui est notamment d'accompagner donc la dynamique d'investissement des entreprises du secteur privé local. Il regroupe donc les régions de Thiès et de Diourbel. Officiellement inaugurée ce vendredi, la plateforme a à son actif 187 initiatives d'entreprises. Les détails dans ce compte rendu signé Mountaga Kane et Mamadou Ba. Après avoir visité et réceptionné les travaux de restauration de la plage de Saly, le gouverneur de la région de Thiès a présidé la cérémonie d'inauguration de la plateforme d'investissement de la dite station balnéaire. L'outil que nous lançons officiellement aujourd'hui entre dans le cadre du déploiement des services publics
dans les différents espaces éco-géographiques du Sénégal, dans l'intention de contribuer à la territorialisation de l'action publique. La plateforme que nous avons inaugurée tout à l'heure est un guichet unique, fédérateur, car cette plateforme abrite l'essentiel des acteurs de l'écosystème de l'investissement et de l'entrepreneuriat. La plateforme Centre-Ouest d'investissement a devant elle un bel avenir. Elle a déjà accompagné 187 entreprises, GIE et personnes morales. La plateforme Centre-Ouest de Saly a déjà accompagné 187 entreprises, initiatives d'entreprises, nouvelles GIE ou personnes physiques, personnes morales confondues, et de répertorier, a permis de répertorier, tenez-vous bien, pour la première fois, 684 milliards 839 000 millions 122 571 francs CFA. Le directeur général de la SAPCO, qui a déploré le faible taux d'investissement touristique au Sénégal, a demandé aux nouvelles autorités de rectifier le tir. Et puis la température est à son zénith ces derniers temps et il en sera encore plus ainsi entre le 17 et le 23 avril prochain. Le ministère de la Santé met en garde et invite tout un chacun à prendre les dispositions nécessaires, surtout les personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées, les nourrissons ou encore les jeunes enfants. À Médina, où nos équipes se sont rendues, les habitants ont donc pris les devants. Suivant les détails dans ce reportage signé Rassoul Kana. À la rue 39 de la Médina, cette famille s'est réunie autour du thé, juste à l'entrée de sa maison. Ses membres de tous âges discutent des sujets divers. Les fortes températures de ces derniers jours peuvent avoir des impacts nuisibles sur la santé des personnes vulnérables. Cette mère de famille prend ses précautions. Si je ressens quelque chose d'anormal dans mon corps, automatiquement je fais recours à mes médicaments. Je fais de même avec mes enfants. En face de chez elle se trouve la maison du vieux Alioune Diagne. Ce dernier dispose d'un remède contre certaines maladies chroniques. Avec la chaleur, nous rencontrons souvent des problèmes respiratoires. Des fois, quand je sors, la pompe devient inutilisable. Heureusement que j'ai mon appareil respiratoire. Toujours dans cette même rue, ce monsieur a déjà pris ses précautions contre l'asthme, mais il est peiné par sa maladie. Cette période de chaleur est très difficile pour nous les asthmatiques. Il y a des personnes qui prennent les pompes, tel n'est pas mon cas. Je préfère le sirop. Selon l'ANACIM, une montée de chaleur est prévue sur l'ensemble du territoire sénégalais. Le ministère de la Santé informe également d'une hausse des températures entre le 17 et le 23 avril de ce mois. Aussi, entre 39 et 45 degrés, ce climat s'avère nuisible pour les personnes vulnérables, surtout chez les enfants. Le thermomètre donc qui indique le rouge, une couleur donc également utilisée par des autorités scolaires pour parler de l'éducation au niveau de la région de Matam. C'était lors d'une réunion avec les autorités territoriales. Les maux dont souffre l'école ont été donc soulevés, notamment la vétusté des infrastructures scolaires ou encore la baisse du taux de scolarisation au niveau du préscolaire. Les détails avec Amadou Mardiallo. Les efforts sur les résultats du baccalauréat, du BFM et du CFE l'année dernière, les enseignants déplorent toujours de difficiles conditions de travail. Le gouverneur de la région de Matam, Mohamed Mokhtar Wade, porte leur plaidoyer lors du CRD sur la revue annuelle du secteur de l'éducation et de la formation. Et les IF également ont montré qu'aujourd'hui, du point de vue de la logistique roulante, ils sont confrontés à d'énormes difficultés parce que le matériel à leur disposition donc, est dans un état assez vétuste, ce qui fait donc que très souvent ce matériel-là est dans une situation donc de panne. Au-delà également de ces aspects que je viens d'évoquer, il faut relever également la dégradation du cadre de vie scolaire, marqué par aujourd'hui
l'état de vétusté dans lequel se trouvent les infrastructures, mais également le mobilier scolaire. Là également, c'est vrai que par le passé, l'État a fait beaucoup d'efforts dans le sens de la construction, mais il faudra nécessairement également que autant se fasse au niveau également de l'entretien. Même si le taux d'admission est en hausse durant ces 2 dernières années, le taux de scolarité au préscolaire suscite quelques préoccupations. Le préscolaire, mais au niveau de l'accès, il y a quand même beaucoup de difficultés. L'accès est encore faible avec un taux de 12%. Je pense que là aussi, il faut privilégier l'initiative communautaire, la participation des parents et des collectivités territoriales. Nous proposons aussi qu'au niveau du formel, dans chaque école, qu'on puisse prévoir au moins une classe préscolaire. Face à un gap de 150 enseignants cette année et un nombre criant d'abris provisoires, les autorités scolaires et parents d'élèves interpellent leur ministre de tutelle. Et puis du nord, nous nous rendons directement au sud. Les volontaires de l'éducation recrutés dans le cadre du projet Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal courent derrière 9 mois de salaire. Après avoir frappé à toutes les portes sans succès, le collectif a donc décidé de décréter 48 heures de grève totale sur l'ensemble du territoire régional à Kolda Seydou Diatta. À la base, ces jeunes ont été recrutés en tant que volontaires communautaires dans le cadre de la mise en œuvre du PIPADH, un projet qui a pour but de contribuer au renforcement du capital humain à travers le développement intégré de la petite enfance, notamment en milieu rural. Malheureusement, les choses ne se passent plus comme convenu depuis quelques mois. Nous sommes des volontaires communautaires recrutés par le projet PIPADH depuis 2021. Donc le projet avait décidé que les maires nous motivent chaque fin du mois à hauteur de 25 000 francs. Mais depuis janvier 2023, ils ont dit qu'ils vont augmenter la mise à 50 000 francs. Mais depuis mars 2023, nous n'avons rien reçu. On est resté 9 mois sans être payés. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer la situation précaire que nous sommes en train de vivre. Hormis les retards de salaire constatés, le collectif plaide pour une mise en niveau à travers la participation aux examens et formations professionnelles. La première génération, chaque département, ils ont recruté 15 personnes. Deuxième génération, chaque département, ils ont recruté 20 personnes. Troisième génération, ils ont recruté 30. Donc si on fait le cumul, pour la région, c'est presque 200. Donc imaginons si les volontaires communautaires ne participent pas aux examens professionnels. C'est une situation que nous déplorons parce que nous tous, nous faisons la même chose que les autres enseignants du préscolaire. Donc nous demandons que nous puissions participer aux examens professionnels, c'est-à-dire le CEAP et le CAP. Ce jeudi, les locaux de l'inspection d'académie et de la formation de Kolda ont été le point de convergence pour se faire entendre. Mais hélas, aucun interlocuteur, ce qui a conduit les volontaires à l'adoption d'un plan d'action sanctionné par une grève générale de 48 heures. Et puis nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Cette disposition fait également partie des statuts de l'Ordre national des huissiers du Sénégal. À la fin des 2 mandats de son président, la structure a tenu ce samedi son assemblée générale ordinaire de renouvellement. Maître Adama Dia, président de l'Ordre des huissiers du Sénégal, a saisi l'occasion pour poser sur la table du garde des Sceaux, ministre de la Justice, quelques doléances. Nous l'écoutons. Parmi les doléances qui ressortent du discours du jazz que je viens de prononcer, nous avons encore une fois de plus réitéré, parce que vous savez, c'est des doléances récurrentes. D'abord, le paiement à temps des cédules de citation. Parce que vous savez, les confrères qui sont en région, c'est des confrères qui tiennent des cabinets et que ces cabinets, aujourd'hui, pour bien marcher, ont besoin de cet argent parce que l'essentiel du contentieux en région, c'est un contentieux correctionnel. Donc, si les paiements des cédules de citation qui sont dus par l'État ne suivent pas, ça peut vraiment créer beaucoup de problèmes pour la bonne marche et le bon fonctionnement de ces cabinets d'huissiers. Alors, une autre doléance qui est également récurrente, c'est l'affectation d'un siège pour l'Ordre des huissiers. Comme je l'ai rappelé dans le discours, l'Ordre des huissiers est un établissement public à caractère professionnel. Alors, l'État se doit, comme l'a rappelé d'ailleurs le directeur des affaires civiles et du Sceau, l'État se doit de nous doter d'un siège. Parce que le siège, c'est un symbole pour l'ordre, mais surtout,
il permet à l'ordre de pouvoir s'exprimer à travers les organes qui sont déjà prévus par le texte et qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas du tout mettre en marche parce que simplement nous n'avons pas un siège. Enfin, une dernière mais pas moins importante, c'est pratiquement la fusion des deux professions de commissaire-priseur et d'huissier de justice parce qu'en réalité, c'est deux corporations qui font un travail complémentaire. Et aujourd'hui, sur l'élan mondial, je dirais même pas sur l'élan africain, mais au niveau mondial maintenant, c'est devenu la tendance. C'est-à-dire les fonctions de d'huissier de justice et de commissaire-priseur sont fusionnées sous le vocable de commissaire de justice. Vous avez dû le noter, des doléances parmi lesquelles figure la fusion du corps des huissiers de justice et commissaires-priseurs. Un projet de loi ou un projet de texte donc est déjà élaboré selon Ibra Samba Yoro Diop, directeur des affaires civiles et du SSO et représentant donc du ministre de la Justice. Nous l'écoutons. Qu'on aura des deux professions, ce sera l'occasion aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de capacité de recrutement pour cette nouvelle profession qui va combiner les compétences des huissiers et des commissaires-priseurs. Donc je pense que si la fusion se fera, on aura l'opportunité d'ouvrir un concours où il sera possible en tout cas de recruter encore davantage de candidats. C'est vrai qu'il y a au niveau sous-régional, c'est l'UEMOA, c'est dans l'espace UEMOA, il y a un projet de règlement qui était très avancé. J'ai eu l'honneur de représenter le Sénégal aux réunions des experts et même des ministres. Il y a une difficulté, il y a un État qui a émis des réserves sur le texte, donc la Cour de justice de l'UEMOA est saisie pour trancher la question. Mais n'empêche, tout État a la latitude de prendre sa propre réglementation pour faire la fusion. Donc, des États l'ont déjà fait. Je pense que 5 sur les 8 ont déjà fait la fusion. Donc, le Sénégal s'est mis dans cette dynamique et justement, un projet de texte est déjà fait, élaboré. Bon, il reste à le soumettre à l'attention des professions concernées, les huissiers et les commissaires-priseurs, pour qu'ils fassent des observations. Voilà. Et on sera après, on ira certainement vers la procédure d'adoption de ces textes-là. Élément qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.